Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour faire le bilan de cette 22e Coupe du Monde de l'histoire. Mes tops, mes flops, que retenir? C'est parti générique. Et donc au programme de cette vidéo, je vais vous dresser mon bilan personnel. Quelles équipes m'ont plu, quelles équipes m'ont déçu. Je vais vous parler de 3 tops et de 3 flops. Et puis des joueurs clés de ce mondial, ainsi que le match pour moi de ce mondial 2022. Vous avez cliqué sur le like, l'abonnement, la cloche, direction les 1000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui soutiendront la chaîne. C'est gratuit et c'est rapide. Si vous êtes prêts ou prêtes et bien installés, alors on est parti. On commence avec les tops et je ne vais pas être très original sur mes tops, mais il y a vraiment 3 équipes qui se dégagent. D'abord l'Argentine, c'est le champion du monde, c'est forcément le top de la compétition. C'est pas une équipe qui m'a plu, que j'ai trouvé mirobolante et exceptionnelle. C'est une équipe qui manque beaucoup de classe, on l'a vu, rien qu'à la façon dont ils ont célébré leur victoire. Mais c'est un top parce qu'ils ont répondu à une pression qui était énorme sur leurs épaules. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur compétition. Leur statut de favori a sans doute pesé. Ils avaient 36 matchs sans défaite avant le début du mondial. Ils ont gagné la Copa América. Donc voilà, c'est une équipe qui était annoncée et attendue. Je tiens à rappeler aussi qu'ils étaient sur une grosse disette. 36 ans d'attente pour un tel pays de foot, c'est l'éternité. Ils restaient sur 2 finales de Coupe du Monde perdues, aussi en 90 et en 2014. Ils ont réussi ce que Maradona n'a pas pu voir de son vivant. Ils ont permis à Messi de rentrer un peu plus dans la légende du football et de l'histoire de son pays. Et match après match, ils ont montré leur capacité de réaction après le début difficile. Ils ont été efficaces, solides à certains moments, parfois en réussite et très chanceux. Mais ils ont montré toutes les qualités, aussi tous les vices qu'il fallait pour être champion du monde. Je trouve que c'est une équipe qui a pas mal de défauts, mais qui a réussi à se surpasser avec un homme sur le terrain, un numéro 10 qui sublime ses coéquipiers et les transcende. Même si on a perdu contre eux en finale, cette 3e étoile est largement méritée pour l'Argentine sur le match. Mais je pense aussi sur l'ensemble de la compétition. On n'est pas en finale par hasard. Ils ont eu peut-être certaines décisions en leur faveur, mais ils ont provoqué, ils ont facilité leur destin et ils ont mis beaucoup de force collective dans leur sacre qui porte quand même le sceau de certains joueurs, bien sûr Messi, mais aussi Di Maria, énorme sur la finale, Alvarez qui a répondu présent et qui a éclipsé Lautaro Martinez sur le front de l'attaque, Enzo Fernandez ou McAllister aussi énorme au milieu de terrain, de vrais combattants. Voilà, c'est le succès d'un pays, d'un groupe avec Scaloni qui aura fait un travail fou, très calme lui, vraiment super et bravo à lui. Deuxième top de sa vidéo, et alors je suis très content de les mettre parce que j'ai toujours cru en cette équipe et j'en parlais dès le début de la compétition, c'est la Croatie. À chaque fois très sous-estimée, je ne sais pas pourquoi en France, mais on n'évoque jamais cette équipe. Et on l'a vu durant ce mondial qu'elle a montré toutes ses capacités physiques, mentales et techniques, invaincue en phase de groupe. C'est une des seules nations du mondial à sortir du groupe sans avoir perdu un match. Mené contre le Japon, contre le Brésil, à la 105e, la Hrvatska s'est surpassée et a renversé la situation dans les deux cas. C'est pas une équipe transcendante ni chatoyante, mais toujours super appliquée, jamais abattue, très sereine et vraiment remarquable en termes de valeur sportive. Ils ont une équipe un peu vieillissante, mais il y a beaucoup de jeunes et de bons joueurs qui arrivent. Il y a un vrai renouvellement en Croatie. Et je pense que sur cette Coupe du Monde, on l'a vu, Gvardiol est l'exemple le plus parlant. Les Croates terminent 3e de ce mondial, sur le podium pour la 3e fois en Coupe du Monde depuis 1998, 2e dernier carré de suite. C'est fou pour une équipe si jeune sur la scène football internationale et pour un petit pays de 4 millions d'habitants, c'est remarquable. Bravo à eux. Ils sont passés à côté de leur demi-finale contre l'Argentine, mais ils n'ont pas à rougir de leur Coupe du Monde. Au pays, on a ressenti une grande fierté d'avoir réalisé un tel parcours. Immense chapeau à Dalic aussi en poste depuis 2017 qui a vraiment amené la Croatie au sommet en Coupe du Monde, qui a fait rayonner ce petit pays des Balkans. La Croatie est devenue ce qu'on appelle un grand petit pays de football. Il devrait rester sur le banc, Dalic, et c'est très bien parce qu'il accompagne ce renouvellement et construit un groupe solide, toujours imprégné d'une vraie force collective, on l'a vu. Modric continuera peut-être son aventure avec la Croatie jusqu'à l'Euro 2024, je l'espère, ce serait tellement super. Il y a un groupe qui sera encore là dans 2 ans, par exemple avec Brozovic, Kramaric, Kovacic, Perisic peut-être, expérimenté et en même temps avec des jeunes qui seront de plus en plus confirmés. Bravo à la Croatie pour ce super mondial et attention au Vatreni dans 2 ans en Allemagne. On passe au 3e top, sans doute l'un des plus beaux visages de cette compétition, c'est le Maroc. Comment ne pas aborder le Maroc qui a réalisé la plus grande Coupe du Monde de l'histoire du continent africain, qui a écrit une belle page de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Un groupe historique, merveilleux, porté par des valeurs sportives là aussi folles, le don de soi, le don de son corps, l'abnégation, la solidarité.
Chapeau à Regragui vraiment d'avoir bâti tout ça en si peu de temps, puisqu'il est arrivé il y a quelques mois. Et il a réussi à insuffler des valeurs sportives magnifiques à ce groupe. Ils sont sortis premiers de leur groupe avec 7 points. Rien que ça, c'était phénoménal, puisque les Lions de l'Atlas n'avaient plus rejoint les huitièmes de Coupe du Monde depuis 86. Donc 36 ans. Et puis après, ils ont éliminé de très très gros l'Espagne puis le Portugal, avant de chuter avec les armes et les honneurs contre la France. Ils ont été merveilleux collectivement, aussi parce qu'individuellement, tu avais des Unai, Amrabat, Boufal, Ziyech, Hakimi, Bounou, Saïs, qui ont fait une compétition monumentale, dont on se souviendra très longtemps. Chacun faisait les efforts les uns pour les autres, c'était merveilleux. Vraiment un gros kiff de voir ce Maroc porté par tout un peuple et par leurs supporters bouillants. J'ai passé de beaux moments, je pensais vraiment pas que le Maroc pourrait faire un tel parcours. D'ailleurs, je pense que beaucoup de Marocains eux-mêmes n'envisageaient pas une telle euphorie. Mais le groupe a eu le mérite d'y croire et finit 4e de ce mondial, 4e, vraiment, chapeau. 2024 arrive avec la CAN, elle est appelée CAN 2023, mais elle se disputera en janvier 2024. Cette équipe, avec ce staff et ce coach, doit tout faire pour la gagner. Regragui disait justement à son groupe à la fin de la compétition, on ne peut pas être les rois du monde avant d'être les rois de notre continent. Le Maroc court après un sacre en Coupe d'Afrique depuis 1976. La couleur pour 2024 est annoncée. Mes mentions honorables vont à 3 nations. La France, bien sûr, on est triste et déçu après ces défaites en finale, mais compétition folle de nos Bleus qui nous ont procuré des émotions magnifiques. Souvenons-nous que les 3 champions du monde précédents, la France était sortie des poules. La France, elle, a rallié la finale, devenant la première nation depuis le Brésil en 94, 98, 2002, à enchaîner au moins 2 finales de Coupe du Monde. L'échec final ne doit pas oublier tout le travail et la très grande compétition de l'équipe de France. Autre top, le Japon, équipe super surprenante, capable du meilleur comme du pire. Mais moi, je retiendrai pendant longtemps cette capacité incroyable de battre les gros, en l'occurrence l'Allemagne et l'Espagne, mais surtout de les renverser, puisqu'à chaque fois, les Nippons avaient été menés au score. Un beau paquet d'émotions là aussi. Les Samouraï Blue ont rallié les huitièmes en finissant premier, bravo à eux. Et même s'ils sortent en huitième, ils ont encore montré leur force pour sortir du groupe et pour continuer à s'imposer sur la scène footballistique mondiale. Et enfin, ma dernière mention honorable va à l'Arabie Saoudite, qui est une équipe qui s'est métamorphosée en quelques années grâce à Renard. De nombreux joueurs saoudiens qu'on a découvert cette sélection durant ce mondial, ben voilà, on a battu un travail phénoménal pour être finalement la seule nation à avoir battu l'Argentine durant cette Coupe du Monde, le futur champion du monde. Bravo à Hervé Renard et à cette Arabie Saoudite en tout cas, qui certes finit 4e de son groupe, mais qui est une superbe histoire de cette Coupe du Monde. On passe au flop et on aurait pu en citer pas mal sur cette Coupe du Monde. J'aurais pu mentionner l'Espagne qui avait quand même un groupe très fort et qui collectivement pouvait représenter une menace. Bien sûr l'Allemagne, éliminée une deuxième fois de suite en poule, c'est un nouveau séisme dans le foot mondial. Mais j'ai choisi de me focaliser sur d'autres pays. Et je vais commencer avec une nation que j'attendais beaucoup à titre personnel dans cette compétition parce que j'adore de nombreux joueurs de cette sélection. J'en connais pas mal aussi, vous l'avez peut-être compris, c'est la Serbie. Elle était annoncée comme une potentielle surprise avec une belle génération, beaucoup de talent, à l'image de Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic ou Vlahovic. Mais comme à sa malheureuse habitude, la Serbie a entretenu sa réputation d'équipe belle sur le papier, mais qui se rate totalement dans les grands événements. L'exemple parlant, c'est cette déroute contre le Cameroun où l'équipe craque totalement défensivement, où ils prennent 2 buts en quelques minutes alors qu'ils mènent 3-1. Contre la Suisse, pareil, ça craque trop facilement, y compris nerveusement dans un match qui était électrique et très politique aussi, on en parlera dans la vidéo d'après-demain. Donc compétition catastrophique, un seul point récolté, Stojkovic n'a pas trouvé la clé et c'est vraiment décevant. Si Pavlovic a fait une belle Coupe du Monde, Milenkovic, que je connais bien pour l'avoir vu à Florence l'an dernier, n'a pas trouvé le niveau qu'il a en club et pour le moment il ne réussit pas à endosser les responsabilités qu'on lui demande. C'est dommage pour la Serbie qui doit vraiment se remobiliser, se focaliser sur l'Euro 2024. Il faut aller jouer cet Euro. Je rappelle que les Aigles n'ont toujours pas disputé de championnat d'Europe depuis leur indépendance. Donc voilà, il va falloir vite rebondir. Deuxième flop, lui est sans doute encore plus surprenant, c'est l'échec retentissant du Danemark. Demi-finaliste de l'Euro 2020 qui a fait tomber 2 fois la France en Ligue des Nations. Je voyais même cette équipe être un gros outsider de la compétition, capable d'aller chatouiller les gros. Là, le crash, il est total pour l'équipe de Casper Johnman qui a pris 1 point seulement dans ce groupe. 0-0 contre la Tunisie, mais dominé par les Aigles de Carthage ou encore battu contre l'Australie lors du dernier match. Ils ont mis qu'un but en 3 matchs. C'est un parcours chaotique et surtout, on n'a pas retrouvé cette équipe si dynamique, époustouflante et rafraîchissante de l'Euro. Ils ont été ultra fébriles derrière, peu emballants offensivement. Le dernier match contre l'Australie, c'est une vraie purge. Je crois que leur meilleur match, c'est contre la France, mais sinon, compétition à oublier. Dommage pour eux, va vite falloir se remobiliser aussi avec les qualifs de l'Euro 2024. Et enfin, mon dernier flop, c'est le Brésil.
Pourquoi le Brésil? D'abord parce qu'on en parlait au début de compétition comme étant une immense équipe ultra favorite. Parce qu'elle était dans une position de force dans laquelle elle n'avait plus forcément été en Coupe du Monde ces dernières années. Et ensuite parce qu'ils avaient un effectif fou, ultra riche et fourni, pour moi l'un des 2-3 meilleurs. Et ils se sont ratés. Une équipe pareille qui sort en quart de finale, en quart, hein, c'est un flop logique. Je les aurais pas mis en flop, loin de là, s'ils avaient perdu en finale ou en demi-finale. Mais le Brésil, sur ses 5 dernières Coupes du Monde, c'est 4 éliminations en quart. Donc c'est une nouvelle immense désillusion. Et puis il y a ce scénario contre la Croatie, où ils ont joué pour la première fois une équipe avec du répondant et de la qualité. On a vu ce que ça a donné, elle s'est loupée. Parce que même si cette équipe brésilienne ouvre le score, son match était très moyen. Il craque en prolongation en faisant une grosse erreur au milieu. Il y a un peu de malchance aussi dans l'histoire avec la déviation de Marquinhos, mais ça souligne quand même des faiblesses. Le Brésil, ça a toujours été une équipe dansante, vivante, un peu loufoque, que ce soit en 2002, 94 ou 70, mais c'était aussi des tueurs. Les mecs, c'était des joueurs qui marchaient sur leurs adversaires, qui avaient un contrôle total, qui savaient faire mal et qui avaient quasiment aucune faiblesse. L'équipe de 2022, c'est une équipe beaucoup trop suffisante, trop prétentieuse, très sur elle, et face au réalisme, à l'humilité et à la froideur croate, c'était implacable. Et sur Twitter et sur MPP, j'avais pronostiqué ce 1 partout et la défaite du Brésil au tir au but en quart. Donc très déçu parce que dans le jeu, il y a eu des moments magnifiques avec ce Brésil, le match contre la Corée du Sud ou même la Serbie le montre, mais dans l'état d'esprit, je m'attendais à beaucoup mieux. Il faudra attendre donc 4 ans de plus pour les Aori Verde et la disette va se poursuivre. Voilà pour les flops. Un mot rapide sur mes joueurs du tournoi que j'ai trouvé formidables. Je retiens 2 gardiens, Bounou, Livakovic, qui ont été fabuleux pour leur sélection. Si Livakovic, sur une saison, c'est parfois bancal, sur un tournoi, il a prouvé qu'il pouvait être monstrueux. Bounou, historique, quel gardien aussi, il a été exceptionnel pour le Maroc. En défense, Gvardiol, Saïs, Hakimi, voilà, c'est les 3 que je retiens. Ils ont été fabuleux dans des registres différents, mais tout simplement fabuleux. Au milieu, Bellingham, énorme pour l'Angleterre. Modric, pour la Croatie, là j'avance, mais il reste indéboulonnable et une perle absolument magnifique, tant techniquement que mentalement. Que dire aussi du soldat Amrabat, qui a été capital pour le Maroc, qui m'a époustouflé durant ce mondial. Enzo Fernandez, McAllister, les 2 milieux argentins, très jeunes, ont fait preuve d'une mentalité incroyable, imperturbable, très appliquée et surtout mort de faim. Ils incarnent vraiment ce succès argentin. Et puis enfin, côté français, malgré leur finale ratée, énorme mondial de Rabiot et Griezmann, tant dans la qualité technique que l'apport défensif, dans les transitions ou dans l'impact au milieu, ils ont été énormes. Et Dieu sait que j'apprécie pas forcément Adrien Rabiot qui joue dans mon club, la Juventus, mais je dois reconnaître qu'il a été monstrueux. Enfin en attaque, énorme mondial de Messi, grand protagoniste du sacre de l'Albiceleste qui à 35 ans a montré l'étalage de son génie, de son sang-froid aussi. Mbappé, meilleur buteur du mondial avec 8 réalisations, 24 ans mais déjà un très grand avec 12 buts en Coupe du Monde. Il incarne le présent et le futur et je suis sûr que cette défaite en finale va faire de lui un cyborg encore mieux rodé. Mention spéciale aussi à Alvarez, énorme, le joueur de City qui a fait beaucoup de bien au secteur offensif argentin, auteur de très grandes performances à des moments clés. Mention spéciale aussi à Valencia de l'Équateur qui a fait une superbe compétition, grand capitaine et leader de sa sélection, ou de Saka, l'anglais, qui aura montré aussi de très belles choses, notamment contre la France. Il a brillé, il a percuté, son avenir est tellement prometteur à lui aussi. Et puis enfin, concernant mon match de la compétition, je ne vais pas être très original, mais clairement, comment ne pas choisir cette finale de la Coupe du Monde Argentine-France? Je pense que même les personnes neutres ont ressenti des choses qu'elles n'ont encore jamais vues en Coupe du Monde. D'habitude, on peut avoir des finales très fermées au scénario peu en balance, c'était le cas pour 2014 ou 2010. Là, c'était juste fou. Et très probablement, on a assisté à la plus grande finale de l'histoire des Coupes du Monde de football. Maintenant, ce match ne va pas éclipser une compétition pas franchement exceptionnelle techniquement. C'était parfois assez pauvre, beaucoup de purges, même des plus grandes nations. Heureusement qu'on a eu pas mal de surprises qui ont égayé un petit peu la compétition et ont rendu les choses plus folles et historiques. Mais sinon, c'était pas du tout la plus grande compétition de l'histoire. Et un peu énervé de voir des grosses pages foot ou youtubeurs qui pensent connaître le foot et qui jugent via une Coupe du Monde toutes les Coupes du Monde, alors que celle de 2022, c'est en réalité juste la première Coupe du Monde qui couvre en intégralité. Donc soyons un peu mesurés, évitons la culture de l'instant, le football s'inscrit dans un temps long, et surtout n'oublions jamais le contexte catastrophique dans lequel elle s'est déroulée cette compétition, parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que c'est bel et bien la pire organisation de l'histoire d'un mondial.
Voilà ce que je peux vous dire sur ce bilan de la Coupe du Monde. Que pensez-vous des équipes de ce mondial? Vos tops, vos flops? Écrivez ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans 2 jours, le 23 décembre. Ce sera ma chronique géopolitique sur la compétition et ce sera la toute dernière vidéo sur la Coupe du Monde 2022 sur la chaîne. D'ici là, très bonne semaine à tous les copains, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao!